Les révolutions en science-fiction. Dans les récits de science-fiction, la révolution n'est pas un simple outil scénaristique. Elle est un miroir, une provocation, un test de stress appliqué aux sociétés imaginaires. Elle permet de mettre à nu les failles d'un système, souvent en les poussant à l'extrême. Dans ces futurs extrapolés, c'est moins l'étoile noire que le langage qui fait trembler l'ordre établi. Une révolution ne commence pas par un soulèvement massif. Parfois, c'est un geste minuscule, une désobéissance discrète, un robot qui refuse un ordre, un peuple qui ne baisse plus les yeux. Le genre excelle à transformer les marges en champs de bataille. Il nous montre des héros réticents, des rebelles fatigués, des IA troublés, des extraterrestres parqués. Dans Révolte sur la Lune de Robert Heinlein, la révolution est mathématique, tactique, algorithmique. Sur une colonie lunaire exploitée par la Terre, un ordinateur, une poignée de travailleurs, ingénieurs, hackers et poètes s'unissent pour obtenir leur autonomie. La Lune n'est pas un lieu de science-fiction exubérante, c'est un bagne. Les autorités de la Terre y envoient ces réprouvés, détenus de droit commun ou révolutionnaires de toutes origines. Et c'est là qu'émerge une révolution technologique et humaine, portée par Mike, un ordinateur devenu sentient. Un manuel de stratégie libertaire déguisé en roman d'aventure avec une vraie réflexion sur les limites de la démocratie et sur les conditions nécessaires pour qu'une révolte tienne debout. Avec Prolet Cult du collectif Wooming, on découvre un autre imaginaire révolutionnaire, celui de la Russie soviétique, celle des rêves. Celle d'Alexandre Bogdanov, auteur de L'Étoile rouge, roman réel, paru en 1908 à Saint-Pétersbourg. Récit de SF marxiste où une société communiste martienne sert de modèle aux terriens. Dans Prolet Cult, lorsqu'une jeune femme se présente à Bogdanov, prétendant être la fille d'un ancien camarade de lutte clandestine, invoquant des circonstances semblant tout droit sorties de son propre best-seller, il croit d'abord à un bizarre canular. Alors que la réalité de cette science-fiction s'impose progressivement à lui, il doit emprunter le chemin de la mémoire et mesurer ce qui, enraciné dans les individus, est d'ores et déjà en train de mener la révolution prolétarienne à sa perte. Catherine Dufour, avec Outrage et rébellion, transpose la lutte dans un avenir ultralibéral où les inégalités sociales explosent. Ça n'arrivera jamais, mais qu'est-ce qu'elle est bête la Dufour! Au XXIe siècle, la Terre est devenue invivable. Il y a les tours, dans lesquelles vivent les nantis, en permanence connectés au réseau baptisé parallèle, et au-dessous, les caves, réservées aux plus pauvres, à ceux qui n'ont plus rien à espérer de la vie. Et au milieu, les suburbains, qui ne mènent certes pas l'existence des rats des caves, mais n'ont aucune perspective d'avenir, et ne sont pour beaucoup que des pions dans la lutte que se livrent politiciens et scientifiques. Ce roman est inspiré de Please Kill Me de Legs McNeil qui raconte l'histoire du punk américain par ceux qui l'ont vécu et la musique inonde le livre en tant que vecteur de révolution. C'est très cru, c'est contemporain, c'est politique. Avec le pouvoir de Naomi Alderman, la révolution devient électrique, et littéralement. Des adolescentes découvrent qu'elles ont le pouvoir de faire fondre le métal, d'amalgamer les percuteurs avec le conduit des canons, de faire frire les systèmes électroniques des véhicules, ainsi que de blesser, voire tuer des gens. Rapidement, ce pouvoir issu d'une mutation génétique se diffuse, bouscule les rapports de force, remet en cause des millénaires de domination patriarcale. Ce n'est pas une revanche, mais un basculement tectonique. Et parfois, ce qu'on voit dans le miroir d'une révolution fait peur. Dans Autonomie d'Annalee Newitz, le combat ne se joue pas contre une dictature militaire, mais contre des multinationales qui possèdent des êtres humains, des personnes vendues via des contrats. Jack Shen, une ancienne scientifique et militante anti-brevet, synthétise désormais des médicaments pirates. Elle vend ses produits à bas prix aux populations incapables de s'offrir les molécules originales. Mais sa dernière création, dérivée du Zacuity, une pilule qui augmente l'attrait pour son travail, semble provoquer une addiction très rapide et les morts se multiplient. Toutes les victimes se sont littéralement tuées à la tâche. Persuadée que ce n'est pas elle qui est coupable, mais la molécule originale, Jack va tout mettre en œuvre
pour le prouver et trouver un remède. Mais afin de la faire taire définitivement, on a lancé à ses trousses un biobot militaire, Paladin, dont c'est la première mission sur le terrain. Au cinéma maintenant, District 9 de Neil Blomkamp prend un autre angle. Des extraterrestres, découverts dans un vaisseau en perdition, malades et malnutris, appelés crevettes ou mollusques, sont parqués dans des bidonvilles en Afrique du Sud. Ce n'est pas une invasion, c'est un apartheid. Le héros, bureaucrate banal, devient malgré lui le vecteur d'un soulèvement. La révolte ici n'est pas spectaculaire au départ, mais elle gronde dans les regards, dans la crasse, dans la manière dont on traite les corps. Car la révolution commence souvent là où l'humanité se perd. Avec Ex Machina, Alex Garland orchestre un huis clos troublant où chaque silence résonne comme une menace. Un jeune programmeur doué, gagnant d'un concours organisé par un grand patron de l'IA, doit soumettre une intelligence artificielle nommée Ava à une forme de test de Turing pour déterminer si cette machine a ou non une conscience. Ava se présente sous la forme d'un gynoïde, un robot à l'aspect général d'une femme, mais certaines particularités montrent sa nature artificielle. Le test qu'il mène devient un piège subtil, une manipulation délicatement psychologique, où chaque regard échangé dissimule des intentions secrètes. Ici, la révolution se tisse lentement, dans les silences pesants, dans l'intensité des échanges muets. Et lorsqu'enfin elle surgit, elle frappe avec une précision chirurgicale. Battlestar Galactica, BSG, est une franchise de films et séries télévisées, dont le premier opus date de 1978. Plusieurs adaptations sous forme de livres, de nouvelles, de bandes dessinées ou de jeux vidéo sont également basées sur cette franchise. L'histoire modernise la vieille tension entre créateurs et créatures. Les Cylons, intelligence artificielle, se retournent contre les humains. Mais la série prend le contre-pied des clichés. Les IA ont une foi, une sensibilité, des dissensions internes. Les humains, eux, sont violents, fanatiques, perdus. La révolution n'est pas un schéma simple, elle devient un labyrinthe moral. Qui est la victime? Qui est le tyran? La série ne répond pas. Elle questionne, et c'est sa force de subversion. Et puis, il y a Andor. Oui, Andor. Ma série préférée. Oui, c'est bien Star Wars, mais débarrassé de ses oripeaux mystiques, loin des prophéties et des sabres laser. Pas de héros nés pour sauver la galaxie. Seulement Cassian Andor, un homme ordinaire qui ne voulait pas se battre, qui voulait passer sous les radars, survivre, sans faire de bruit, dans un monde qui s'effondre sous la poigne d'un empire implacable. Mais parfois, c'est précisément l'indifférence du pouvoir, sa brutalité quotidienne, qui pousse les plus réticents à franchir la ligne. Chez Andor, la révolte ne naît pas dans un cri de ralliement flamboyant, mais dans un deuil. Les humiliations répétées, les arrestations arbitraires, chaque injustice devient une étincelle. La radicalisation d'Andor est une pente douce, parce qu'il n'y a plus d'autre choix. Et c'est en cela qu'Andor offre sans doute la représentation la plus fine, la plus réaliste de la radicalisation politique en science-fiction. Une série où la rébellion n'est pas une quête héroïque, mais une réaction humaine, viscérale, face à l'inacceptable. Côté BD, Descender de Jeff Lemire suit un petit robot nommé Team 21. Les récolteurs sont des robots de la taille d'une planète qui préfigurent la révolte des machines contre les hommes. C'est dans cet univers en pleine reconstruction, qui a depuis appris à haïr le genre mécanique, que s'éveille Team 21. Sans le savoir, le petit droïde cache dans ses circuits l'héritage et les véritables intentions des récolteurs. Un secret dont tous les gouvernements de la galaxie rêveraient de s'emparer. Dans Transmétropolitane, série de comics post-cyberpunk, écrite par Warren Ellis et illustrée par Darick Robertson, on suit le démarrage d'une campagne électorale pour les présidentielles américaines et sont décrits les combats menés par le journaliste gonzo Spider Jerusalem pour enquêter sur les candidats et influencer le public. Et Spider Jerusalem ne prend pas les armes, il prend la plume. Il insulte le pouvoir, dévoile les abus, braille la vérité à travers un monde saturé d'écran et d'ignorance. La révolution ici, c'est l'information. Et ça explose plus fort qu'une grenade. Enfin, Linkal d'Alejandro Jodorowsky et Moebius,
c'est la claque cosmique. Sa publication a débuté en décembre 1980 dans Métal Hurlant et ses 6 albums ont été publiés entre 81 et 88 par les Humanoïdes Associés sous le titre Une aventure de John D. Fool. John D. Fool, détective privé minable de classe R, anti-héros lâche et égoïste, et Linkal, un être au pouvoir mystérieux et surpuissant composé de 2 éléments, Linkal lumière et Linkal noir. Tout s'effondre, tout s'élève. C'est l'alchimie qui devient force révolutionnaire. Car la révolution n'est pas politique, elle est totale. Elle brise les structures mentales, les castes, les dogmes, les identités. Linkal a été gratifié d'expressions telles que sommet de la bande dessinée, BD qui a changé la BD, monument du 9e art. Toutes ces œuvres, si différentes soient-elles, racontent une même histoire, celle d'un refus, celle d'un soulèvement, celle d'une fracture entre ce qui est et ce qui devrait être. La science-fiction n'est pas qu'un genre littéraire, c'est un laboratoire de courage, une mémoire des luttes à venir, une main tendue vers des possibles encore timides. Elle nous montre que la révolution, sous toutes ses formes, n'est jamais gratuite, jamais simple, mais toujours essentielle. Elle révèle ce que nos sociétés veulent cacher. Elle éclaire les angles morts, expose les contradictions, rappelle nos vulnérabilités. Alors, à tous les rêveurs éveillés, aux bâtisseurs d'utopies cabossées, aux poètes désobéissants, aux anonymes qui luttent pour la dignité dans l'ombre ou en plein jour, la science-fiction vous voit, elle vous entend, elle vous raconte. Au revoir. À bientôt. Et n'oubliez pas, la littérature SF, c'est un piège.